Connaissez-vous la différence entre le Black Hat Marketing, le Grey Hat Marketing et le White Hat Marketing? Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons un invité de renom qui va nous donner sa définition du gros hacking, une méthode d'accompagnement, car effectivement, il va nous livrer sa méthode pour notamment bien doubler le nombre de vos prospects. Il nous révélera également quelques techniques inédites de génération de trafic. Bienvenue sur cette nouvelle interview de Métro Sapiens. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Canvet. Frédéric, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Frédéric? Parfaitement. J'ai hâte de parler avec toi de growth hacking. Le growth hacking, effectivement, c'est le sujet d'aujourd'hui, car tu viens de publier il y a quelques semaines un livre qui est consacré donc au sujet et qui s'appelle tout simplement le growth hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Donc c'est un ouvrage que tu as publié en partenariat avec Grégoire Gambato, et la spécificité de ce livre, c'est qu'il y a inclus 4 heures de formation vidéo. C'est bien ça? Exactement. En fait, on l'a conçu comme une méthode. Alors d'abord, il y a le bouquin qui est vraiment fait pour ceux qui débutent, en fait, par exemple une start-up, un créateur d'entreprise, un entrepreneur, et qui a un projet. Et donc le bouquin vraiment passe en 8 semaines en disant voilà, j'ai une idée, comment je fais pour la vérifier, comment je fais pour créer l'environnement minimum pour me faire connaître sur le web ou en physique. Ensuite, comment je vais pouvoir avoir mes premiers clients. Ensuite, comment je vais pouvoir accélérer ma croissance. Comment je vais pouvoir optimiser en fait ma visibilité. Et enfin, comment je vais pouvoir améliorer ma rentabilité et fidélité. Ça, c'est le bouquin, c'est 8 semaines. On part vraiment de zéro. En plus de ça, en plus de ça, en fait, il y a la partie vidéo. Et là, en fait, c'est 4 heures de formation vidéo où, en fait, je pars d'un cas pratique qui est très simple. J'ai un site internet qui est là pour générer du lead. Comment on va faire pour améliorer le site internet, en particulier, soit c'est de la génération de trafic ou de la conversion. Là, par exemple, c'est de la conversion pour, en fait, avoir plus de rentabilité. Et donc là, on applique les méthodes à quelque chose qui est existant. Là, on part pas de zéro. D'accord. Alors, avant de démarrer sur justement les différentes étapes du growth hacking, est-ce que tu peux nous donner une définition simple pour quelqu'un qui n'est pas technicien, qui n'est pas développeur, qui n'a pas de lien direct avec l'informatique? Qu'est-ce que le growth hacking, de manière très simple? Alors, en fait, c'est vraiment très très simple. En fait, le growth hacking, ça a l'air compliqué parce que c'est des termes anglais. En plus, ça fait un petit peu peur quand on parle de hacking. On se dit hacking, c'est des gens en fait qui vont pirater les choses, qui vont faire du détournement de fichiers, etc., etc. Or, en fait, le growth hacking, c'est pas ça. Le growth hacking, en fait, pour moi, ça met des mots, ou en tout cas, c'est une définition sur quelque chose que je faisais depuis très très longtemps, c'est-à-dire essayer en fait de faire un maximum de choses avec un minimum de résultats. C'est ce que j'ai appelé souvent, moi, l'efficacité maximale. En fait, l'origine des techniques du growth hacking, c'était les startups américaines qui ont appliqué en fait les méthodes agiles. Agile, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des cycles de décision courts, baser ces décisions sur du ROI, avoir des ressources limitées, les exploiter un maximum, pour tout simplement avoir un résultat qui soit au top malgré ce qu'on ait des petites ressources. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le growth hacking aussi vient des startups américaines, parce que tout simplement, pour réussir dans des domaines où il y a une grosse concurrence, où il y a beaucoup de monde, et parfois il faut franchir un petit peu les limites. Et c'est pour ça en fait qu'il y a deux pans dans le growth hacking. Il y a la partie growth, et c'est celle qu'on oublie le plus souvent, mais pourtant c'est ce qui est le plus important, c'est comment on va construire son succès dans le temps. Et la partie growth en fait utilise en particulier ce qu'on appelle le tunnel AAR, on verra tout à l'heure. C'est en fait un tunnel qui permet de modéliser son cycle de vente et ainsi savoir où on va agir en priorité pour soit améliorer le trafic, soit améliorer les conversions, soit améliorer le revenu, soit améliorer la fidélisation. En fait, on fait une analyse de son cycle de vente grâce à ce tunnel-là et après on prend les bonnes décisions. Le deuxième pan dans le growth hacking, c'est forcément hacking. Et c'est ce que les gens pensent un petit peu trop. C'est souvent les méthodes un petit peu magiques, les logiciels qui
qui font gagner du temps, qui automatisent les choses, comment on va aller récupérer des emails, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui parfois donne une image un peu négative du growth hacking, parce que les gens se disent, ouais, mais les growth hackers, c'est ce qu'ils font, ils vont récupérer des emails et ils spam. Or, le growth hacking, c'est pas ça, hein. Comme je l'ai dit, il y a growth hacker, et ensuite il y a hacker. Growth hacking, en fait, c'est des techniques qui permettent de détourner le système. Et en fait, il y a grosso modo 3 types de hacking que l'on peut faire. Le hacking que j'appelle blanc, moi le white growth hacking, ce sont simplement des techniques légales, mais en fait qui osent remettre un petit peu en cause les choses établies. C'est-à-dire que souvent en fait il y a des règles dans un marché, il y a des règles dans un secteur d'activité. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va balayer ces règles-là. Si je donne en fait un parallèle avec le sport, c'est un petit peu comme la personne en fait qui a tout simplement révolutionné le saut en hauteur, Fosbury, qui a tout simplement remis en question le fait de faire un saut où on jetait la tête en avant ou les pieds en avant quand on faisait du saut en hauteur. Et lui, en fait, il a inventé le Fosbury Flop où on passe la tête à l'envers et on est retourné puis on atterrit sur le dos. En fait, lui, il a inventé le Fosbury Flop et c'est ce que j'appelle moi du white growth hacking, c'est-à-dire qu'on va remettre un petit peu en cause ce que tout le monde fait et on va repenser différemment. Donc ça, c'est le white growth hacking, dans la partie hacking. Ensuite, il y a le grey, le grey growth hacking. Donc simplement, c'est des techniques à la limite du légal qui permettent en fait d'aller faire plus d'efficacité, oser détourner les règles. Par exemple, en fait, c'est des outils qui permettent pour l'instant et qui sont pour l'instant légaux d'aller récupérer des adresses professionnelles sur Internet, par exemple sur LinkedIn, ou c'est des outils qui permettent d'envoyer en masse en fait des emails à des emails avec un message personnalisé ou des choses comme ça. Également, le deuxième point, c'est ce que j'appelle moi le growth hacking gris. Ce sont des techniques qui ne sont pas illégales, mais qui sont à la limite, qui flirtent un petit peu avec les règles établies. C'est par exemple récupérer les adresses de ses contacts professionnels sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est des gens qui ont accepté votre contact, qui ont accepté de recevoir des messages de vous sur LinkedIn, et en fait, vous prolongez cette conversation en utilisant une solution d'emailing, parce que bien sûr, sur LinkedIn, tout le monde ne va pas tout le temps, tout le monde en fait ne lit pas forcément ces messages, et que si vous envoyez un email, vous avez plus de chances de les contacter. Donc l'autre point, en fait, tout simplement, c'est le growth hacking. Alors, bien sûr, on peut utiliser aussi le grey growth hacking, par exemple, en allant retargeter sur Facebook les désabonnés de ces newsletters ou simplement les personnes qu'on a contactées aussi sur LinkedIn, et on peut également leur envoyer des messages publicitaires via Facebook Ads, AdWords également, ça peut targeter. Ça c'est tout à fait légal, c'est un peu astucieux, mais ça va. Un autre exemple aussi, c'est par exemple sur Twitter. Normalement, Twitter a interdit d'utiliser des robots pour faire des messages de bienvenue, envoyer des messages en automatique. Pourtant, moi, je continue à utiliser un outil comme Twakit qui permet en fait d'envoyer des messages de bienvenue automatique sur Twitter. Donc, ça fait gagner du temps. Et même si c'est illégal, il y a peu de chances quand même qu'ils me retrouvent parce que je fais un usage quand même qui est très simple. Et à la fin, il y a le growth hacking noir, le black hat growth hacking. Et en fait, ça, ce sont des techniques qui sont vraiment illégales, dans une optique un petit peu pas vu pas pris, c'est-à-dire que c'est des gens qui disent, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Ce que je veux, c'est faire réussir ma start-up, ou je pense pas au futur. C'est un peu la politique de la terre brûlée, un petit peu comme dans le référencement naturel. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tout simplement, ils vont par exemple aspirer des adresses de particuliers sur les forums, voler du contenu des autres, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 points du growth hacking. Et souvent, en fait, c'est plutôt les trucs un petit peu noirs et gris qui font un petit peu rêver les gens parce qu'ils pensent que c'est un petit peu des recettes magiques pour réussir. Or, en fait, on voit bien qu'il y a eu plein de solutions. Par exemple, en fait, tout le monde a en mémoire le succès de Airbnb. Tout le monde dit, Airbnb, pourquoi ils ont réussi aussi bien? C'est parce qu'au début, ils ont pris en fait des photos de professionnels des appartements, et comme ça, en fait, tout simplement, ça fait des trucs très jolis, ça donnait envie aux personnes de venir dans un appartement. Ça, c'est du growth hacking, on va dire, blanc, tout simplement. On va dire, voilà, c'est des techniques légales qui sont un petit peu originales, mais voilà, sans plus. Et par exemple aussi,
Hotmail qui ont mis PS I love you, I use Hotmail à la fin de tous ces messages, qui ont fait que les gens ont commencé à utiliser un petit peu Hotmail. Ça, c'est des techniques simples. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple Airbnb a également utilisé des techniques de growth hacking un peu grises pour aller faire décoller un petit peu leur croissance. Par exemple, au début, ils ont utilisé Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, et ils ont mis un petit outil qui permettait d'envoyer un message automatique à toutes les personnes qui mettaient en location une chambre ou un appartement sur Craigslist, en leur disant « Hey, vous savez que en mettant votre annonce de location sur Airbnb, vous pourriez vous faire entre 250 et 500 dollars par semaine. Allez, inscrivez-vous, allez sur ça. » Voilà. Il y a un autre exemple un peu plus français, c'est par exemple Quel Job en fait qui était un moteur de recherche d'offres d'emploi. Au départ, en fait, ils n'avaient pas l'autorisation d'aller reprendre les annonces de la NPE, de la PEC et tout ça sur leur site internet, et pourtant ils l'ont fait. Après, ça s'est réglé un petit peu à l'amiable, et comme ça, en fait, ils ont eu une base d'annonces. Après, si je vais dans le black growth hacking, il y a également des Français qui sont particulièrement illustrés là-dessus. Je nommerai par exemple Xavier Niel, le PDG de Free. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé ce qu'on appelle le turbophone. Le turbophone, en fait, il permettait d'aller envoyer rapidement un message de manière automatisée à l'époque du Minitel. Et donc, Xavier Niel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement utilisé son petit outil pour aller détourner les clients de la messagerie rose 3615 ULA pour aller sur son propre 3615. Et comme ça, il a aspiré la clientèle de son concurrent pour faire son succès, gagner ses premiers millions et ainsi avoir le succès. Alors bien sûr, il a perdu son procès quelques années plus tard, mais entre-temps, il a fait fortune. Donc c'est pour ça en fait que le growth hacking noir et gris fait un petit peu rêver parce que c'est des méthodes de flubistier, c'est des méthodes de forbans. C'est pour ça que souvent le growth hacking est associé aux pirates. Et donc c'est des techniques qui sont parfois à la limite de l'illégalité. Mais il faut bien sûr rester dans son poisson légal. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler justement comment tu as séquencé ton livre, parce que tu le fais en 8 semaines. Est-ce que tu peux également nous parler des différentes étapes du growth hacking, notamment le AAR? Oui. Alors en fait, le livre, en fait, comme je le disais, part vraiment de l'analyse du marché et valider que son besoin correspond à une véritable offre. Ça, c'est vraiment essentiel parce que il y a trop de gens qui se lancent dans un projet, qui se lancent dans un produit et qui n'ont pas un produit qui est adapté. Ça, c'est vraiment, ça fait vraiment mal parce qu'en fait, t'as vraiment beaucoup de gens qui passent du temps, même j'avais un de mes amis, qui va lancer une start-up. C'était un petit peu l'équivalent de Toc 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 de Tycrest, c'est-à-dire se faire livrer des trucs chez soi en X heures chrono, sauf qu'on pouvait se faire livrer ce qu'on voulait. Et en fait, donc il a fait ça. Et donc en fait, le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur l'idée, sur le papier, c'était bien. C'est vrai que pouvoir se faire livrer par un cycliste ou par un mec en moto ou même par un mec à pied, ce que tu veux, tu peux te faire livrer des couches, tu pouvais à l'époque même essayer de te faire livrer un McDo ou des choses comme ça. Et donc en fait, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air intéressant. Sauf que, et il avait bien sûr passé du temps, il y a passé quasiment 6 à 9 mois, il avait utilisé des cartes de crédit prépayées, il avait acheté des sacs isothermes, bref, il avait vraiment fait tout un truc, il avait fait construire un site internet, et à chaque fois en fait il proposait aux gens son idée, tout le monde lui disait, même moi, ouais, je trouve que c'est une idée intéressante, mais bon, il m'a dit, tiens, utilise-le, je te donne un bon gratuit, mais mais en fait, ça me sert à rien, moi. Et en fait, il s'est rendu compte que malgré que l'idée soit intéressante, soit séduisante, personne n'était intéressé pour payer là-dessus. Et il y a passé 6 mois, 9 mois, dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il est important au départ, et ça fait partie de la base, de définir son persona, donc son client type, et d'aller tester son marché. Alors il y a des méthodes quantitatives qui sont expliquées dans le livre, et des méthodes qualitatives. Les méthodes qualitatives sont très classiques, c'est rencontrer des prospects, etc., et faire des maquettages. Qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'on va faire une maquette qui ressemble à un produit fini, mais qui est uniquement basé sur une fonction principale, et on essaie de faire en sorte qu'il ait l'air le plus fini possible. Et deuxième chose, c'est des études quantitatives, et là on va utiliser plein d'outils, comme par exemple Facebook Ads, pour valider un concept, on crée une landing page, c'est-à-dire une page de vente en fait d'un produit, même s'il n'existe pas, et on fait des annonces publicitaires, par exemple sur Facebook Ads, aussi sur le Bon Coin. Si on veut tester une idée, si on a des idées un petit peu low cost,
rien n'empêche d'aller sur justement ces plateformes-là comme Le Bon Coin, comme Facebook Ads, passer une petite annonce et puis voilà, tester son produit, tester son offre, tester son prix. On peut également utiliser des outils de crowdfunding comme KissKissBankBank, comme Kickstarter pour tester l'idée avant de la lancer. Bref. Et ça, en fait, c'est des outils qu'on peut utiliser tout le temps. C'est pas forcément du growth hacking, c'est juste le growth hacking, comme je le disais, c'est structurer son activité et rationaliser un petit peu ce qu'on va faire. Par exemple, pour le titre du bouquin, le titre 8 semaines pour doubler le nombre de ses prospects, etc. Moi, je l'ai testé avec une petite campagne de Facebook Ads. Ça m'a coûté entre 50 et 75 euros, si je me souviens bien. Et j'ai testé comme ça sur un certain nombre de cibles qui étaient liées au marketing sur Facebook Ads, les différents titres, et en fait c'est celui-là qui est sorti en premier. J'avais également testé avec une mini-étude sur mes clients, alors pas sur tous mes prospects, enfin tous mes abonnés, mais uniquement sur mes clients à moi, sur ce titre-là, et c'est ce titre-là aussi qui a été le plus intéressé. Donc j'ai fait une petite enquête avec un outil d'enquête, et donc en fait j'ai su que c'était celui-là qui était vraiment le plus intéressant. Et d'ailleurs c'est une méthode qui fonctionne très bien et qui a été utilisée pas mal de fois. Par exemple, la semaine de 4 heures, qui est un livre de Tim Ferriss, a été testé avec cette méthode-là. Le titre à la semaine de 4 heures a été testé avec des annonces Google AdWords et qui ont fait en sorte que c'était ce titre-là qui a marché le plus. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la base de l'analyse du marché, mais ce qui est intéressant, c'est que en growth hacking, il y a un tunnel à utiliser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le tunnel AAR. C'est-à-dire qu'on va modéliser son cycle de vente en disant, voilà, il y a une partie acquisition de trafic. Alors, sur le web, ça peut être du référencement naturel, ça peut être des annonces AdWords, ça peut être ceci, cela. Dans la boutique physique, ça peut être par exemple des gens qui passent dans ta boutique et qui passent devant, attirer du trafic dans ton magasin. La deuxième chose, en fait, c'est la partie activation. L'activation, c'est les gens, par exemple, qui rentrent dans le magasin. C'est ça qui est important. Sur le web, en fait, l'activation, c'est par exemple des gens qui souscrivent à une offre d'essai, si tu as une offre d'essai, des gens qui souscrivent à tes formulaires de livre blanc, par exemple, ou de demande d'information, etc., etc. En fait, c'est cette partie-là qui est le deuxième A. Donc, premier A, c'est acquisition. Deuxième A, c'est activation. Et donc, en fait, on va analyser, dire, voilà, tiens, j'ai un site internet, j'ai 1000 personnes qui viennent sur le site internet, voilà. Ensuite, il y en a, sur ces 1000 personnes, il y en a 100 qui remplissent un formulaire ou qui ouvrent un compte de démo. Ensuite, il y a le troisième point du tunnel, c'est le R comme rétention. Et à ce moment-là, c'est les gens qui continuent à utiliser le produit ou qui activent le produit, qui utilisent vraiment le produit. Ou qui reviennent régulièrement sur le site ou qui ou que c'est tout continuent à consommer. Tout à fait. Par exemple, ouais. Et donc ça, c'est encore un nouveau métrique. Après, en fait, souvent sur le web, il y a ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est le parrainage. Est-ce que, par exemple, si tu as une boutique physique, tu as une carte et tu dis, tiens, si vous parrainez une autre personne et que vous revenez et qu'elle revient dans le magasin, vous gagnez temps et elle gagne temps, ça c'est la recommandation. Et tu peux le faire sur le web également en disant, voilà, parrainer ou recommander notre produit à un de vos amis et vous avez le droit à X euros. Donc ça, c'est le système de bouche à oreille. Et le dernier point, c'est le R de revenu. Comment on va pouvoir augmenter son revenu? Par exemple, en augmentant le prix, en proposant des formules premium, en proposant des garanties remboursées, en proposant des formules accessoires, des accessoires, en proposant des services complémentaires, en proposant des abonnements. Donc en fait, le but, il est vraiment très simple. Quand on a une activité existante, on va se dire, OK, voilà mon activité. Par exemple, toi, on va dire que tu es consultant, que tu as un site internet et que tu as du trafic qui vient aussi par ton réseau, parce que souvent, c'est ce qui compte beaucoup lorsqu'on est consultant. Tu vas dire, OK, d'accord, je m'appelle Nathanaël Ramos. Actuellement, en fait, on est en phase d'acquisition parce qu'on peut en fait diviser dans chaque phase, les fameuses 5 phases que j'ai données juste avant, créer des sous-phases. Tu dis, voilà, mon site internet, actuellement, il me rapporte, je sais pas, on va dire 2000 visiteurs par mois, ok. Le bouche à oreille, avec les gens que je rencontre, j'en ai à peu près, on va dire 10 par mois. Voilà. Ensuite, les gens qui, par exemple, me proposent un devis, via le site internet, je crois que j'ai 10 000. Sur les 1000, en fait, il y en a peut-être 3 qui me demandent un devis avec internet.
Et au contraire, avec les rencontres physiques, j'en ai aussi 3. Voilà. Et donc, en fait, on voit tout de suite le taux de conversion entre les deux. Ensuite, on a la rétention. C'est les gens, en fait, qui, par exemple, commandent chez toi, commandent une prestation, on va dire, ou une première prestation. Et donc, à ce moment-là, ou ça peut être la phase d'activation, d'ailleurs. Le devis, ça peut être juste... le devis, ça peut être la phase d'activation. Mais on va dire, pour toi, la phase de rétention, c'est comment les gens, en fait, vont commander. Donc, par exemple, sur les 3 devis du site web, il y en a qu'un qui est accepté. Sur les 3 devis de la rencontre physique, tu en as 2. La recommandation, c'est bouche à oreille. On va dire que tu n'en as pas du tout parce que tu vas pas mettre en place de recommandation, donc tu es à 0. Et les revenus, un client sur le web, il te rapporte peut-être 1000 euros et un client physique te rapporte 3000. Et donc là, ça t'est fait en métrique et tu peux te dire, ok, d'accord, quel est l'endroit sur lequel, en fait, je vais pouvoir agir et qui va me permettre d'améliorer le plus ma rentabilité. Alors là, bien sûr, c'est un exemple très théorique, mais on peut se dire, tiens, sur les 1000 visiteurs, tu n'as que 3 devis. Par contre, sur les 10 personnes que tu rencontres, tu as 3 devis en physique. Donc, est-ce que où tu peux avoir le plus d'efficacité pour augmenter ta rentabilité? C'est peut-être se dire, tiens, c'est peut-être sur le web, sur les 1000, je devrais peut-être en avoir un peu plus. Et donc, à ce moment-là, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu utilises en fait la méthode, ce qu'on appelle de brainstorming créatif, c'est aussi ce qu'on appelle la méthode ICE. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de trouver quelle est la meilleure solution. Alors, ça commence par un principe très simple, c'est qu'on va commencer à brainstormer des idées. Et ça, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter comme on le fait parfois en disant, voilà, c'est ça la bonne idée. Non, on va véritablement essayer de réfléchir un petit peu à ce que l'on peut faire. Donc, on va prendre 1 heure ou 2, et là, on va penser aux idées que l'on va pouvoir mettre en place. Donc, en fait, par exemple, tu peux dire, pour augmenter la conversion de mon site internet et d'avoir plus de demandes de devis, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais modifier mes emails, ma séquence email marketing automation. Par exemple, je vais peut-être personnaliser un peu plus mes messages. Par exemple, je vais mettre des témoignages de clients contents. Par exemple, je vais segmenter ma cible en disant, tiens, il y a les entrepreneurs, d'un côté les blogueurs, d'un côté les entreprises. Et selon le profil, en fait, je vais leur envoyer des messages qui vont être différents. Donc, en fait, tu vas comme ça lister toutes tes idées. Tu vas essayer aussi d'en chercher un petit peu sur Internet. Et après, en fait, tu vas tester ces idées. Donc, tu identifies le problème, tu listes des solutions possibles. Ensuite, tu vas prioriser en disant, voilà, la solution qui est de segmenter entre particuliers, entreprises, machin, etc. On va noter ça. Et pour ça, on va utiliser cette fameuse méthode ICE en disant l'impact, la simplicité à mettre en place et la facilité. Donc, en fait, tu vas dire, OK, l'impact pour le business, par exemple, de faire segmenter, ça peut avoir un impact de 1 à 10, de 7. Le coût de la mise en œuvre, finalement, c'est assez simple, parce que tu as une solution de marketing automation, on va dire que c'est 4. Et l'effort, par contre, va être assez important parce que tu dois savoir comment faire, tu vas créer plusieurs séquences. Donc là, tu vas dire, l'effort va être vraiment fort. Donc, en fait, je vais mettre 3. Voilà. Et donc, en fait, tu notes comme ça à chaque fois. Tu dis à chaque fois l'impact, le coût et l'effort. Alors, le coût, bien sûr, c'est le coût direct et indirect, c'est-à-dire que c'est le coût de réalisation. Donc, comme ça, tu vas lister toutes tes idées et tu vas avoir un outil qui va te permettre de choisir. Et généralement, tu testes 1 à 3 idées. Généralement, il y a un quick win. Un quick win, c'est un truc que tu fais en 2 secondes, qui est une idée qui est vraiment simple et que tu vas avoir un impact maximum. Par exemple, les témoignages clients, je pense que toi, tu peux en avoir très rapidement. Et tu dis, tiens, voilà, je vais dans ma séquence d'automation, je vais mettre 3-4 témoignages clients en différents secteurs d'activité. Et après, tu testes. Et tu lances, en fait, tes tests, 1 par 1 ou 2 par 2, mais généralement, il faut faire 1 par 1. Et tu vois ce qui marche. Et si ça marche, tu continues et t'améliores. Si ça marche pas, en fait, tu changes. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et donc, du coup, il faut bien procéder étape par étape. Ça sert à rien de faire venir du trafic massivement sur ton site si tu n'arrives pas à les retenir, si la conversion n'est pas bonne. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est souvent en fait le leitmotiv d'entrepreneurs, de sites internet, de gens comme ça, c'est qu'ils disent, de toute façon, moi, ce qu'il me faut, c'est toujours plus de prospects. Or, en fait, on se rend compte que souvent, le problème, c'est pas avoir plus de prospects. Le problème, en fait, c'est d'avoir une meilleure conversion. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai travaillé sur mon site internet. Pendant longtemps, en fait, moi, j'ai eu un objectif, c'est minimum 100 leads par jour
sur mon site web. Voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, mais comment je peux faire pour avoir plus de prospects, plus de ventes? Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais écrire plus d'articles de blog et je vais, comme ça, en fait, avoir plus de prospects. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, non, c'est pas la meilleure solution. Il valait mieux travailler sur la conversion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé d'abord un outil qui s'appelle StemThrive et qui me permet de créer des formulaires qui soient beaucoup plus sexy, beaucoup plus jolis. Et donc, tout de suite, c'était déjà mieux. Ensuite, j'ai testé en A/B testing 2 versions de formulaire. C'est-à-dire que j'ai testé une version de formulaire avec un titre différent, avec une image différente. Et en fait, comme ça, je me suis rendu compte du visuel qui était plus intéressant. Il y en a un où ça faisait 38% de conversion en plus. Donc en fait, 38%, c'est quasiment 40%. Donc c'est quasiment la moitié en fait de prospects en plus, quoi. Donc rien qu'en changeant le visuel et le titre. Ensuite, après, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je fasse des bonus un peu plus contextualisés. Et sur les pages, en fait, sur lesquelles j'ai plus de trafic, j'ai créé des bonus spécifiques là-dessus. Donc, en fait, ça a permis que, par exemple, j'ai un guide sur les communiqués de presse, j'ai un guide sur les partenariats, j'ai un guide sur le référencement, etc., etc. Et comme ça, en fait, je suis passé de 1, et quelques de taux de conversion à 2, quelque chose. Donc, en fait, ça a eu vraiment un impact important. Un trafic équivalent, j'ai eu beaucoup plus de prospects. Voilà, le double, grosso modo. D'accord. Donc, procéder par étapes. Ça sert à rien de faire venir 1 million de visiteurs sur ton site si il y a à peine 1% qui reste, mais c'est plutôt intelligent et pertinent de travailler sur la conversion, la rétention. Et comment est-ce que tu as travaillé, toi, personnellement, sur ton site, qui est conseilmarketing.fr, la recommandation, par exemple? Si tu te dis, tiens, j'ai besoin de développer le bouche à oreille, par exemple. Alors en fait, j'ai fait de plusieurs manières. Alors je vais vous donner un exemple générique sur mon site. C'est tout simplement parce qu'il y a un programme d'affiliation. Dans la séquence d'autorépondeur que reçoivent tous mes clients, à un moment donné, il y a un message qui leur dit je vous offre 30%, vous gagnez 30% sur le prix de mes produits ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un programme d'affiliation. Je leur dis voilà, c'est très simple. Faites la promotion, partagez sur vos réseaux sociaux mon bouquin sur tel truc. Et vous allez toucher automatiquement 30% sur les ventes. Ça vous prend 5 minutes et vous allez pouvoir comme ça obtenir 30% sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire X euros. Ça, c'est la partie en fait où je propose mes produits. Pour le livre, en fait, le growth hacking, tout simplement, il y a aussi le même système, c'est-à-dire que si les personnes qui ont acheté le bouquin se taguent sur Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., ou font un commentaire sur Amazon, tout simplement, et qu'ils me mentionnent et qu'ils m'avertissent, automatiquement, en fait, je leur offre 2 mois d'abonnement à ma formation vidéo, la Star Marketing Academy. Donc ainsi, en fait, comme ça, j'ai eu plusieurs posts qui ont eu une centaine de likes par d'autres personnes qui ont relayé l'information auprès de leur communauté. Et ça marche vraiment bien parce qu'en fait, c'est pas toi qui fais de la pub, c'est eux, en fait, qui font ta propre promotion et qui disent, ouais, c'est super, j'ai acheté le bouquin, achetez-le, il est génial, etc., etc. Et donc, en fait, forcément, les autres disent, ah ouais, tiens, justement, j'avais besoin d'en acheter, qu'est-ce que t'en penses, j'hésitais à l'acheter, blablabla. Et moi, pour moi, ça ne coûte pas très cher parce qu'en fait, les accès à la formation vidéo, c'est du produit numérique. Donc, en fait, pour moi, c'est, entre guillemets, zéro le coût, quoi. Ça me prend 5 minutes d'activer les accès. Donc ça, c'est un système vraiment très simple qu'on peut mettre en place et qu'on est dans une boutique physique. Hein. Là, c'est tout simplement avec la carte de parrainage et on dit, tiens, envoyez un email ou envoyez un SMS à telle personne. Vous venez tous les deux en même temps et vous avez un bon de réduction. Enfin bon, il y a plein de systèmes comme ça. Alors, je rappelle que le livre a été publié chez Duno, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il a été publié chez Duno en début octobre, fin septembre. Et c'est vrai que j'ai essayé d'appliquer au livre les techniques de promotion que je recommande dans le livre. Le truc aussi, c'est qu'il faut un petit peu de temps pour s'y mettre. Hein. À chaque fois, moi, j'ai prévu à chaque semaine, entre guillemets, les 8 semaines, du travail. Pour le bouquin, j'ai pas encore réussi à mettre tout en application parce qu'en fait, j'ai fait un plan de lancement. C'est-à-dire que j'ai un fichier Google Sheet où je dis, voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Par exemple, en fait, j'ai fait un test Facebook Ads. C'est-à-dire que j'ai ciblé sur Facebook Ads les pages Facebook avec un gros trafic sur les pages, par exemple, sur le marketing, sur des grands sites de marketing qui sont concurrents, entre guillemets, des miens,
ou sur des gens des pages en fait qui parlent de growth hacking, et tac, en fait, j'ai fait de l'annonce Facebook Ads là-dessus. Alors, ça donnait un résultat correct, mais pas dément, parce qu'en fait, je pense que le coût en fait du bouquin qui est de 24 euros et le fait que ce soit un bouquin papier et qui est peut-être un petit peu compliqué à vendre par rapport à la cible. Ce qui marche bien sur Facebook, c'est les petites offres d'émotion, les trucs simples à faire. Et ça, c'est vrai que comme Facebook, les gens ne sont pas là pour acheter, c'est un peu plus compliqué que de tout simplement avoir une offre à 1 euro par exemple. Et ça marche pas mal. Sur Facebook, les gens ils ont juste à dire ok, bah je clique là-dessus et je commande, etc., etc. Donc là, j'ai essayé, j'ai fait aussi, j'ai eu dans le correct, mais c'était comme des pas dément. J'ai également fait pas mal de techniques sur LinkedIn. Par exemple, j'utilise un petit outil qui s'appelle LinkedIn Helper, qui permet en fait d'ajouter automatiquement des personnes selon un profil ciblé. Et donc, tout simplement, j'ai recherché tous les gens qui étaient growth hackers ou qui faisaient du growth hacking, tout simplement en cherchant dans leur profil, dans leur bio, le mot growth hacking. J'ai programmé un message automatique de demande de contact qui était bonjour, je suis passionné de growth hacking, blablabla. Et ensuite derrière, j'avais un second message qui leur disait merci d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, voici le lien vers mon livre sur le growth hacking si jamais ça peut vous intéresser, blablabla. Et en fait, grâce à ça, j'ai généré plusieurs dizaines de ventes de bouquins. Donc en fait, c'est des gens que je connaissais pas du tout. J'ai mis en place un système qui va permettre comme ça d'ajouter plusieurs centaines de personnes en très peu de temps et de générer des ventes vraiment avec un temps et un coût qui est ridicule parce qu'en fait le coût de cet outil LinkedIn Helper c'est 7 euros par mois à peu près. Et le temps que ça me prend, après c'est pour répondre de manière un peu plus personnalisée aux personnes. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire et ça marche très bien. Donc c'est un exemple. D'accord. Donc on rappelle donc l'ouvrage a été publié chez Duno. On le retrouve sur toutes les bonnes librairies, online et offline. On rappelle qu'il y a une méthodologie qui est fournie. Tu as 4 heures de coaching vidéo qui est proposé avec l'achat du bouquin et que tu donnes l'accès à un groupe privé sur Facebook où les gens peuvent échanger sur différentes thématiques, différentes méthodes, j'imagine, et pouvoir bien créer une communauté de growth hackers, on va dire ça comme ça. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte de plus en plus que les gens ne veulent plus juste avoir un bouquin ou juste avoir une formation vidéo. Ils ont besoin de poser des questions, échanger entre eux. Et c'est vrai que si toi, tu dois faire tout le support technique pour tout le monde, ça devient vite compliqué. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un groupe, moi, je le recommande pour tous les coachs, pour tous les consultants, etc. Parce qu'en fait, après une formation, ça permet aux gens de se retrouver, de discuter avec eux. Et puis après, comme en fait un groupe Facebook permet en fait de pousser de l'information, moi j'y pousse de l'information régulièrement. Alors des informations à valeur ajoutée, parfois c'est des promos, et en fait on voit qu'il y a un esprit de communauté qui est vraiment très bien. Par exemple, j'anime mon groupe de clients qui est sur Facebook et qui me permet comme ça en fait d'aller régulièrement publier de l'info, parler de mes produits. Et je vois qu'à chaque fois que je fais une publication, derrière, je génère des ventes de mes produits ou des visites sur les liens que je poste. J'ai une autre communauté qui s'appelle des community managers francophones, là que je co-anime avec plusieurs personnes. Et là, en fait, comme c'est un sujet qui est vraiment à la mode, il y a plusieurs milliers de personnes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de réponses, et ça, c'est intéressant pour être reconnu comme un expert. Donc le groupe est vraiment intéressant parce que ça permet à toi entre guillemets d'être un des leaders du groupe, tout simplement. Et ensuite, ça te permet de rassembler des gens qui sont intéressés par une thématique. J'ai fait la même chose sur LinkedIn, c'est-à-dire que actuellement, je travaille pour une société qui est dans le domaine de la relation client. Et donc, en fait, j'ai ajouté comme ça les milliers de personnes qui font partie du domaine des centres d'appel, de l'expérience client, de la transformation digitale. Et ensuite, en fait, j'ai créé, en plus de ça, un groupe privé sur LinkedIn qui s'appelle les responsables de l'expérience client et qui me sert en fait à ajouter, à proposer les gens de rejoindre ce groupe-là. Et ensuite, après, moi, je publie de temps en temps, pas trop souvent justement, c'est de manière plutôt ponctuelle, c'est une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine, un petit contenu à valeur ajoutée vraiment intéressant qui est fait par moi ou par des partenaires, où je fais des invitations en fait pour participer à des web séminaires. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un taux d'action qui était important, on arrivait à fédérer une communauté, etc., etc. Même s'il y a moins de participation que sur Facebook, les échanges, les participations, les réponses, c'est vraiment sur Facebook.
Et sur LinkedIn, on peut comme ça, entre guillemets, créer une petite communauté, faire en sorte que les gens reçoivent après des messages, parce qu'en fait, tu peux envoyer une communication via la fonction newsletter, ou simplement ils reçoivent automatiquement une alerte. Donc ça, c'est des trucs vraiment très simples et qui marchent bien. Donc un exemple, donc, un levier qui te permet, grâce à la technologie, de créer une communauté autour de toi, qui va s'auto-réguler, qui va s'entretenir, et qui te permet également d'avoir le positionnement d'expert. Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de gens qui te diront là, dans ce que je présente moi, c'est pas du growth hacking. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent, ben voilà, le growth hacking, pour moi, c'est des outils, c'est des logiciels, c'est faire du script. Dans le livre, en fait, on en parle un petit peu, mais j'ai pas voulu que ce soit 100% du livre. Parce qu'en fait, t'as un autre bouquin qui est paru sur le growth hacking et qui était très centré sur l'aspect technique. Comment vous allez dans le page, comment utiliser des robots. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Même si maintenant, de plus en plus, il y a des logiciels pour tout. C'est-à-dire que, en fait, il y a une démarche, en fait, qui est relativement ça. C'est-à-dire que tu dois, le contacting est vraiment orienté comme ça. C'est vraiment une démarche. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir une mentalité qui doit faire que, quand tu vois, en fait, un potentiel de vente, mais en fait, tu dois essayer de savoir comment tu vas pouvoir l'exploiter au mieux. Alors, tu peux l'exploiter au mieux, soit en fait de manière automatique avec un logiciel, soit de manière humaine, parce que parfois, en fait, il faut de l'humain. Donc, en fait, il faut que tu identifies une opportunité qui peut être un carrefour d'audience, par exemple Facebook, Twitter, etc. Tu peux aussi identifier une opportunité qui est, comme je disais tout à l'heure, la conversion du site. Donc, tu dois te dire comment je peux identifier cette opportunité. Imaginons que tu sois un artiste, et un artiste peintre ou quelque chose comme ça. Tu dis, bah voilà, ok, maintenant je suis artiste peintre. Je cherche en fait à avoir plus de clients, à vendre plus de toiles. Comment je peux faire? Alors, je peux me dire, bah tiens, il y a des carrefours d'audience où sont nos clients. C'est par exemple Facebook. Je sais que tous mes clients, ou beaucoup de mes clients sont sur Facebook. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais utiliser peut-être Facebook Ads pour aller cibler les gens qui sont fans de tel art, mais qui sont plus étudiants et qui sont dans tel secteur d'activité. Ou alors, je vais me dire, bah tiens, il faut que j'aille sur un site internet précis, ou je vais peut-être aller sur LinkedIn parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, galéristes ou des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, je vais identifier une opportunité. Je vais voir comment l'exploiter. Et comment l'exploiter, ça peut se faire manuellement, automatiquement ou en sous-traitant. Manuellement, c'est généralement où on commence par là. C'est-à-dire que dans le bouquin, il y a un truc à faire peut-être sur LinkedIn. Je vais peut-être ajouter comme ça manuellement une dizaine, une vingtaine de personnes et je vais voir un peu ce que ça donne. Et si ça marche bien, après, soit j'automatise en utilisant un logiciel comme LinkedIn Helper, comme je le disais, ou Twakit sur Twitter. Et donc à ce moment-là, je vais automatiser un petit peu mes messages en mettant un petit peu d'humain. Ou alors, je vais pouvoir automatiser les choses en les sous-traitant. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple quelqu'un en offshore qui va le faire pour moi. Je te donnerai un exemple. Il n'y a pas très longtemps, en fait, je vends par exemple des chatbots et je vends des solutions de contrôle d'appel, etc., etc. Il y avait une conférence qui avait été animée par un syndicat qui est assez connu, une association qui est assez connue. Et en fait, tout simplement, moi, je pouvais pas m'y rendre parce que j'ai pas le temps, mais je me suis dit, ça serait quand même pas mal de pouvoir contacter ces gens-là parce que ils sont intéressés. Il y a vraiment une opportunité. C'est des gens qui vont à une conférence physique sur le domaine du chatbot. Je suis sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ont un projet. Donc, comment je fais? Soit, en fait, je pouvais manuellement les ajouter un par un. Le problème, c'est qu'en fait, sur le site justement où il y a cette conférence, il n'y avait pas marqué le nom, prénom de la personne, mais il y avait marqué le prénom, l'initiale et son poste. Et je crois qu'il y avait même marqué le nom d'entreprise. Et donc, je me dis, bah tiens, soit en fait, je vais l'automatiser, je vais lancer une petite routine qui va faire que je vais chercher le prénom, le nom, l'initiale du nom, plus le poste et l'entreprise, et je vais aller essayer de chercher dans Google, voir si c'est cette personne dans LinkedIn, etc., etc. Ou alors, voilà, comme j'avais que 300 personnes qui participaient à cet événement-là, je l'ai tout traité. J'ai fait passer ça à mon assistante offshore, qui est Madagascar, et je lui ai dit, tiens, voilà le fichier de tous les participants, est-ce que tu peux les ajouter en leur disant un petit bonjour avec tel message? S'ils existent déjà, à ce moment-là, tu laisses tomber, ou tu mets un petit message en tiens, voilà, je ne peux pas venir à l'événement, mais si vous souhaitez parler de chatbot, avec plaisir, etc., etc. Et si tu trouves pas, tu trouves pas. Voilà. Donc, ça, c'est comment l'exploiter. Et puis après, tu fais, comme je dis, toujours un test. Généralement, tu testes un peu au départ de manière manuelle ou de manière un petit peu rapide.
Puis après, tu analyses les résultats et si c'est intéressant, tac, tu continues. Et après, ce qui est important, c'est de dire comment on va pouvoir industrialiser ça. Parce que souvent, en fait, le problème de faire à la main ou des choses comme ça, c'est qu'on va encore rester dans du manuel, on va devoir le faire, on ne peut pas en fait avoir quelque chose qui va monter en puissance et le reproduire ailleurs. C'est pour ça que souvent on parle le hacking est souvent lié à des logiciels qui permettent d'automatiser les choses. D'automatiser, de gagner du temps. Voilà, mais il faut pas non plus trop automatiser, parce que si tu automatises de trop, après ça fait robot, et tu manques en fait des conversions, parce que les gens n'aiment pas parler à des robots, hein, ils sont là pour parler à des humains, il faut une émotion et tout ça. Voilà. Et qu'en plus, sur certaines plateformes, on peut être détecté, et donc du coup, tu peux être banni de sites comme LinkedIn, par exemple, que tu as cité, parce ou Facebook, parce que la plateforme détecte que l'activité n'est pas, enfin, humainement, c'est pas possible d'avoir traité autant de données sur la plateforme Facebook ou alors LinkedIn. Exactement. D'accord. Donc c'est surtout une mentalité. C'est une méthodologie à suivre. C'est une méthodologie. Mais c'est pas la panacée. C'est pas une baguette magique qui va permettre de transformer sa start-up ou son activité en un nouveau succès financier. Non, parce avant tout, il faut falloir ton produit. Oui, il faut valider le produit, il faut que ça réponde à un besoin qui est clairement identifié et comme tu l'as dit, bien cibler ces personas. Donc tout ça, tu le décris dans ton livre. Ouais, une dernière idée peut-être que tu souhaites partager par rapport au gros hacking. Alors, par rapport au gros hacking, moi je dirais que ce qui est important, c'est de se lancer, tester les choses. Le gros hacking, c'est être curieux parce qu'en fait, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps, à la fois en termes de réglementation. Par exemple, là, il y aura la loi RGPD en mai 2018, qui va interdire après l'envoi d'emails même à des professionnels qui ne sont pas sollicités. En revanche, il y a plein de nouvelles techniques qui sortent tous les jours. Souvent, le gros hacking, c'est d'essayer d'utiliser entre guillemets avant les autres des techniques ou des outils qui sont plus pertinents. Par exemple, moi sur mon site internet, ça fait un an et demi que j'utilise un outil de notification par le navigateur, ça s'appelle Push Response. En fait, je vais te donner ça s'appelle Push Engage, excuse-moi. Avant j'utilisais Push Response, mais maintenant c'est Push Engage. Et c'est un petit outil qui coûte quelques dizaines d'euros. Et en fait, ça fait une petite notification sur ton navigateur. Et en fait, moi, si on va sur mon site pour la première fois et qu'on est sur Chrome ou sur Firefox, et ben on dira j'ai quelques super conseils à vous donner, cliquez là-dessus. Et en fait, une petite notif, après, moi j'envoie à peu près une fois par semaine un article de contenu à forte valeur ajoutée. Et donc en fait, tout simplement, on arrive quand même à des résultats qui sont assez sympas, parce qu'en fait, ça arrive grosso modo à 10% de taux de clic, qui est quand même assez sympa pour un utilitaire qui se prend, on va dire, si c'est une demi-heure à l'installer, et ensuite ça marche en automatique, tout seul, tu crées une alerte de temps en temps, donc c'est pas mal, 10% de clics, c'est assez sympa. Et moi, ça m'envoie en fait à chaque fois de nouvelles personnes en fait. Là, par exemple, mon dernier truc que j'ai envoyé hier soir a fait 8% de clics, celui d'avant était 11%, donc il y a quand même des taux qui sont assez sympas. Quant à, là pour l'instant, je peux être à 600 abonnés, je crois, parce que j'ai remis en place, il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait j'ai changé de solution technique et autres étaient un petit peu devenues obsolètes. Et donc en fait c'est vraiment un moyen supplémentaire. Par exemple aussi, faut utiliser actuellement les messages vocaux. Les messages vocaux qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que c'est des messages que tu préenregistres. Que tu vas pas personnaliser, mais tu fais un message vocal, par exemple, bienvenue, merci d'avoir acheté mon produit, c'est super sympa. N'oubliez pas que vous avez le support technique et le groupe privé sur Facebook. Et ce qui ferait aussi super plaisir, c'est que vous mettiez un petit avis sur la boutique ou sur tel truc. Et en fait, ce message préenregistré est envoyé de manière automatique à ton fichier que tu envoies. On dit à tes clients, tes nouveaux clients, ça tombe automatiquement sur le répondeur sans que ça sonne. Et donc la personne a l'impression que tu as laissé un petit message. Or, en fait, non, tu vas pas laisser un message, c'est un message automatique et ça marche très bien. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait même prendre avec
un expert aussi en médias sociaux, hein, c'est Luc Jovard de YouCatchIt, YouCatchIt, YouCatchIt. Et en fait, lui, comme ça, il m'a envoyé un petit message en me disant, bah tiens, merci de m'avoir contacté, blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, je me dis, bah tiens, c'est marrant, je n'ai pas vu le message passer. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte, mais merde, c'était un message automatique. À chaque fois qu'il y a un nouveau contact sur LinkedIn et qu'il a un numéro de téléphone, bah, il envoie comme ça ce petit message de bienvenue. C'est un message préenregistré, il remplit un fichier Excel, il envoie à son prestataire, et tac, ça va automatiquement alimenter sa base. Donc c'est vraiment un truc tout con, et il y a plein de méthodes comme ça. Alors, faut toujours tester, il faut pas non plus s'éparpiller, mais il faut tester un peu tout ce qui sort. Ouais, prendre quelques outils qui conviennent à soi, auxquels on est à l'aise, qui conviennent à l'activité et à nos clients, pour pouvoir ensuite comme tu l'as indiqué, l'industrialiser. On répète le nom de ton ouvrage, très très intéressant, que moi j'ai apprécié. Ce que j'ai apprécié, c'est surtout le fait que ce soit bien séquencé, qu'il y a différentes étapes, qu'à la fin de chaque chapitre, comme c'est découpé par semaine, donc tu peux appréhender la méthodologie semaine par semaine avec des to-do, des devoirs à faire entre guillemets, qui permettent de monter en compétence petit à petit sur la partie gros hacking, et que tu as le site avec des vidéos, que tu as un groupe privé. Donc tout est fait pour justement rendre l'acquisition de cette compétence, parce que je pense que c'est une vraie compétence, un vrai facteur différenciant pour les entrepreneurs, les coachs, tous ceux qui souhaitent acquérir ce fameux statut d'expert. En tous les cas, c'est ce positionnement-là, ça leur permet justement très rapidement, plus rapidement qu'auparavant, de se distinguer de la masse. Donc, le gros hacking, 8 semaines pour doubler donc le nombre de vos prospects. Donc un ouvrage donc de Frédéric Canvet. Il y a aussi le site Trafic Commando, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est le site, en fait, le club privé, puisque j'ai pas réussi à tout mettre dans le bouquin. Et donc, sur ce site privé, en fait, vous avez accès aux 4 heures de vidéo. Il y a des contenus supplémentaires qui n'ont pas pu être... Qui permet de remettre à jour régulièrement quand tu découvres une nouvelle pépite, un nouvel outil. Et donc, tu le mettras donc à l'intérieur de ce site internet. Merci beaucoup Frédéric pour le temps que tu nous as consacré pour cette interview. J'espère que ça pourra intéresser les différents auditeurs du podcast, et je mettrai également cela sur YouTube. Et puis donc traficcommando.com, et également ton site, ton vaisseau amiral, conseil au pluriel marketing.fr, et on te retrouve également sur LinkedIn sur lequel tu es présent également. Donc on pourra tout simplement t'envoyer une invitation pour se connecter avec toi. Merci beaucoup Frédéric. Tout à fait. Et je te dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.